Alors je me suis dit que si je faisais une présentation avec des articles compliqués, à cette heure-ci de l'après-midi, les gens allaient peut-être pas partir comme sur la diapositive, mais que ça allait être difficile pour cette fin d'après-midi. Et donc, je vais commencer par l'essentiel, à savoir qu'un enfant n'est pas un adulte miniature. Serge Jeunesse nous a rappelé qu'il existe une loi en Belgique pour la reconnaissance des centres grands brûlés. Il n'y a pas de loi en Belgique qui reconnaît la réanimation pédiatrique. La réanimation pédiatrique est permise à tout le monde. Il faut savoir que hier, j'étais avec Pierre Tissière du Kremlin-Bicêtre. Il draine avec une seule réanimation, il draine 7 millions d'habitants, à peu près plus de la moitié de la Belgique, alors que nous, en Belgique, pour 10 millions d'habitants, on a 12 hôpitaux qui gèrent les enfants en soins intensifs pédiatriques. Donc tout ça parce qu'il n'y a pas de loi. Mais principalement parce que la notion que l'enfant n'est pas un adulte en miniature n'est pas très bien rentrée. Elle est historique en fait, quand on regarde comment est-ce qu'on considère l'enfant à travers l'histoire. On ne le considère pas beaucoup, on l'habille comme un adulte, on le croit à l'image de ses parents. Et à Charleroi, vous connaissez bien cette famille de 31 enfants dans la même famille. Eh bien, ce papa et cette maman, je crois que le papa est décédé malheureusement, mais ils connaissent très très bien tous les problèmes que peuvent rencontrer les enfants aux différents âges d'évolution, parce qu'ils en ont eu, vous voyez, de tous les âges. Donc le principal souci de l'enfant, c'est quoi? Enfin, le souci, la réalité de l'enfant, c'est quoi? C'est que c'est un être qui grandit tous les jours. Chaque jour, il grandit, et quand on est face à une situation d'un enfant critique, on doit s'adapter à la situation du jour, à son état de croissance rencontré ce jour-là. Et il faudra répondre à cette situation en fonction de cet état. Ce n'est pas la même chose chez un nourrisson qui vient de sortir de la maternité, c'est encore très différent à 3 mois, c'est très différent à 6 mois, c'est très différent à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, et ce n'est qu'après l'adolescence qu'on peut commencer à considérer, et encore au niveau psychologique, qu'on peut commencer à considérer un enfant comme étant un être à prendre en charge, un peu comme un adulte. Alors, il existe des particularités anatomiques et physiologiques. Il faudra donc adapter la prise en charge à ces particularités. Ces particularités vont avoir des implications physiopathologiques et des implications également pharmacologiques, parce que l'enfant n'a pas le même volume de distribution, le même métabolisme, la même attitude face à des médicaments. Il y a des médicaments que les enfants métabolisent beaucoup plus vite que les adultes. Il y a des médicaments que les enfants métabolisent beaucoup plus lentement que des adultes. Donc il y a toute une série de connaissances à avoir pour prendre en charge les enfants. Alors, contrairement à l'adulte, on sait que l'enfant, quand il fait un arrêt cardiaque, c'est souvent secondaire à un problème respiratoire et parfois à un problème infectieux, septique et plus rarement traumatique, mais c'est très rarement une cause cardiaque primitive. Et donc, ça implique l'importance de pouvoir reconnaître les signes précurseurs de l'arrêt cardiaque de l'enfant, parce qu'ils sont facilement reconnaissables pour quelqu'un qui sait s'y prendre, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ici aujourd'hui, de reconnaître les signes précurseurs, parce qu'il faut agir assez vite pour éviter l'arrêt cardiaque qu'on peut prévenir donc ainsi chez l'enfant et qui est secondaire souvent à l'hypoxie, l'hypoxie tissulaire, la dysoxie, l'acidose métabolique qui va s'installer, la cellule myocardique va souffrir, l'enfant va bradycardiser et puis il va s'arrêter. Si on reconnaît les signes précurseurs, on peut agir principalement par des méthodes de réanimation cardiopulmonaire simples que sont d'abord chez l'enfant la ventilation, ça vous le connaissez aussi bien que moi, et on va essayer de voir maintenant quels sont ces signes précurseurs. Alors, ça va permettre de réduire la morbidité et la mortalité chez l'enfant. Hier, on a présenté l'étude, le recensement des enfants admis en réanimation pédiatrique en Belgique sur les 1800 enfants sur les 6 premiers mois de 2018. Le taux de mortalité en réanimation pédiatrique en Belgique est de 3,2%. Dans notre unité aussi, se situe entre 2 et 3%, et c'était le même taux pour toutes les unités. Ça veut dire qu'un enfant ne meurt pas facilement, et un enfant est programmé pour vivre une centaine d'années. S'il n'y a pas de malformation congénitale, le petit cœur, il est là, il est fabriqué pour vivre 100 ans. Évidemment, l'usure de la vie va faire qu'on va peut-être mourir à 70 ou à 80 ans, mais la programmation, elle est faite pour vivre 100 ans. Ça veut dire que quand on réanime des enfants, on peut être content de les récupérer,
mais il faut aussi veiller à limiter les séquelles. Et en réanimation pédiatrique, c'est ce à quoi nous appliquons le plus, c'est à limiter les séquelles possibles après une réanimation cardiopulmonaire et un passage aux soins intensifs pédiatriques. Alors, l'arrêt cardio-respiratoire chez l'enfant survient principalement avant les 2 premières années et le plus gros des cas, c'est avant même la première année de vie. Ce sont principalement les problèmes liés aux malformations congénitales, les problèmes liés aux problèmes respiratoires et infectieux qu'on rencontre à cet âge-là. Il y a un petit pic à l'adolescence qui est lié au fait que les adolescents, ils font parfois, soit ils font des excès, soit il y a le taux de suicide aussi qui représente ce petit pic. Alors, quelles sont les particularités de l'enfant ? L'enfant est un être, comme je vous l'ai dit, grandit en permanence. De ce fait-là, il a des grands besoins métaboliques, des grands besoins caloriques, des grands besoins énergétiques. Mais c'est un tout petit bonhomme. Donc, on a besoin d'avoir un métabolisme très dynamique dans des tout petits volumes. Et il faut avoir cette notion en tête quand vous faites n'importe quel acte chez un enfant, n'importe quel aspect de prise en charge d'un enfant. L'enfant, c'est des petits volumes avec des grands besoins, proportionnellement, évidemment, à son poids. Pour donner un exemple, à la naissance, on a besoin de 120 kilocalories par kilo et par jour pour grandir, uniquement pour grandir. Donc si l'enfant tombe malade, ça veut dire qu'il aura des besoins augmentés de 30 à 40%. On va parfois approcher les 180, 200 kilocalories par kilo et par jour. Donc il faudra lui apporter tout ça dans un volume assez restreint. C'est une des difficultés de la pédiatrie par rapport aux 30 kilocalories par kilo et par jour d'un adulte. La même chose pour l'oxygène. L'enfant va consommer entre 8 et 9 millilitres par kilo et par minute d'oxygène, quand un adulte en consomme 3 à peu près millilitres par kilo et par minute. Donc c'est des grands besoins et c'est des petits volumes. Tout cet oxygène, toute cette nourriture, il faut les mettre dans des petits poumons, dans un tout petit tube digestif, dans un tout petit cœur, et avec, au final, pour ce qui est par exemple de l'appareil cardio-circulatoire, un index cardiaque qui est identique, rapporté à la surface cutanée, à celui de l'adulte. Ça voudra dire quoi ? Quelle est la seule façon qu'un enfant peut faire pour permettre de débiter ? C'est d'avoir une fréquence cardiaque élevée, puisque les volumes sont petits. Ça veut dire aussi que comme on a cette spécificité, on aura des réserves très limitées. Et que donc, un enfant qui va faire une apnée va très vite désaturer, beaucoup plus vite qu'un adulte. Et l'hypoxie peut entraîner à ce moment-là une acidose, l'acidose, une bradycardie assez rapide. Alors, quelques particularités anatomiques. Vous savez tous que l'enfant a une grosse tête proportionnellement à son corps. Pourquoi ? Parce que dans la phylogénèse de l'homme, on est des petits êtres fragiles dans la nature et donc on se défendait par l'intelligence. Et donc notre tête devait grandir beaucoup plus vite que nos muscles. Et historiquement, l'homme est fait comme ça. La tête est directement en croissance, beaucoup plus vite, elle croît beaucoup plus vite que le reste du corps et proportionnellement au corps, la tête d'un enfant est beaucoup plus grande. Ça aura des implications, par exemple, en traumatologie, où on sait qu'un enfant qui chute tombera beaucoup plus vite sur sa tête, ou un enfant défenestré, il aura directement un traumatisme crânien. Son occiput est plus proéminent. Ça a des implications, par exemple, en anesthésie, ou lorsqu'on veut intuber un enfant, et c'est surtout pour les nourrissons de moins de 6 mois. Cet occiput proéminent, il fera en sorte que la mise en flexion de la tête ou la mise en extension sera parfois plus compliquée. Le visage et la bouche sont plus étroits par rapport à la langue. L'enfant, il grandit comment ? Pour faire passer toutes ses calories, il a besoin de quoi ? Il a besoin d'une grosse langue bien musclée dans une petite bouche. Et pourquoi est-ce qu'il a une petite bouche ? Parce qu'en fait, il respire principalement par le nez avant l'âge de 6 mois. Pourquoi est-ce qu'il respire principalement par le nez ? Vous allez me dire, parce que pour prendre toutes ses calories, il doit passer un bon bout de temps accroché au sein de sa mère. Il y a de ça, mais il y a aussi le fait qu'il respire vite. Un enfant, à la naissance, respire à 40 fois par minute. Imaginez-vous de respirer à 40 fois par minute sans que l'air soit humidifié et réchauffé. Vous allez finir par faire des bouchons bronchiques et souffrir d'une pathologie respiratoire sévère. Et donc, la respiration est exclusivement nasale, aussi parce qu'elle est très rapide et qu'on a besoin de réchauffer et d'humidifier tout cet air.
Et jusqu'à l'âge de 6 mois, c'est un respirateur obligatoire. Et c'est pour ça que parfois, on rencontre des enfants, des tout petits nourrissons qui sortent de la maternité, qui font une simple rhinite bien encombrante et qui peuvent faire un tableau de détresse respiratoire sur une rhinite. On débouche le nez et tout se passe mieux. Il y a d'autres pathologies congénitales comme l'atrésie des coils, mais ça sort de ce contexte. L'épiglotte, elle est plus haute, elle est plus antérieure chez l'enfant, donc une grosse langue, une épiglotte beaucoup plus haute, beaucoup plus antérieure, donc plus difficile apparemment à intuber. Sans oublier, c'est un petit rappel pour ceux qui intubent parfois des enfants, que contrairement à l'adulte, lorsque vous avez exposé les cordes vocales, le point le plus difficile, le passage le plus serré est en dessous des cordes vocales. Ce n'est pas les cordes vocales, c'est le niveau du cartilage cricoïde, c'est juste en dessous. Et donc, quand on va mettre le tube, c'est un peu en dessous qu'il faudra pousser pour faire progresser ce tube. Alors, évidemment, la fameuse loi de Poiseux qu'on rapporte tout le temps, ça vous connaissez, je ne vais pas insister là-dessus. On sait que les résistances à l'air augmentent par un facteur inversement proportionnel logarithmique important parce que les voies aériennes sont serrées et que donc un enfant sera beaucoup plus vulnérable à l'œdème, au gonflement de ces voies aériennes. On va avoir, du fait de sa grosse langue et de l'antériorité de la glotte, parfois plus de difficultés pour l'intuber. Il faudra toujours penser au passage sous-glottique quand on met le tube. Alors, si on parle des voies aériennes et de l'intubation, on se pose toujours la question de savoir s'il faut mettre un tube avec ou sans ballonnet. On préconise maintenant de mettre toujours un tube à ballonnet, même si on ne gonfle pas le ballonnet. Ça permet de l'utiliser si jamais on en a besoin, mais on a oublié cette notion de dire « oulala, jamais de tube à ballonnet chez l'enfant et certainement pas avant l'âge de 8 ans ». C'est pas vrai. Si on est devant un tableau respiratoire, on sera quand même plus à l'aise avec un tube à ballonnet et on ne devra pas changer le tube à l'arrivée de l'enfant dans l'unité de réanimation, par exemple. Alors, l'enfant a beaucoup de tissu élastique. Pourquoi ? Parce qu'il est en pleine croissance. Ça va avoir toute une série d'implications physiopathologiques. Et le principal muscle respiratoire, c'est le diaphragme. Chez l'enfant, ce diaphragme aussi est très élastique. Pourquoi ? De nouveau, parce que c'est des petits volumes avec des grands besoins, donc il doit respirer très vite et très amplement. Et ça va avoir des implications en salle d'urgence. Je vais vous rapporter ici un exemple que j'aime rapporter dans chacun de mes exposés. On était appelé pour chercher un enfant noyé dans un service d'urgence. L'enfant avait été très correctement pris en charge, il était intubé. Et ils étaient très pressés de nous voir arriver parce qu'ils n'arrivaient pas à monter la saturation au-dessus de 80%. Alors que l'enfant était intubé dans 100%, la radiographie ne leur paraissait pas aussi inquiétante. En fait, il a fallu jeter d'un simple coup d'œil à notre arrivée pour comprendre ce qui se passait. Vous savez, le diaphragme est très élastique et l'enfant s'était un noyé, son estomac était plein d'eau. Et l'estomac avait tellement comprimé le diaphragme de cet enfant, diaphragme qui est très élastique, qui est donc très mobile, il avait tellement comprimé qu'il n'y avait plus de mouvement respiratoire, même chez les enfants intubés et pris à l'embu. Donc il a suffi de vider son estomac pour voir la saturation monter à 100%. Et ça, c'est la spécificité de l'enfant qui a des tissus très élastiques. D'autres spécificités, ce sont les fractures en bois vert ou les fractures en mode de beurre ou en bois vert, parce que les tissus sont très riches en fibres élastiques. Alors, le volume circulant, il est de 90 ml par kilo à la naissance, 80 ml par kilo par la suite. Donc, chez un petit bout de 6 mois, si vous avez une perte de 100 ml par une entaille ou par des diarrhées, ça veut directement des tout gros volumes. Donc, la réserve ici, qui est très limitée, sera très vite mise en cause. Et un des gros problèmes rencontrés chez l'enfant, c'est de pouvoir reconnaître la détresse neurologique. Je vais terminer après par un exposé, par un petit exemple sur un enfant en souffrance, et je vais vous demander votre attitude. C'est de reconnaître, surtout chez les nourrissons, la détresse neurologique. Alors, il existe des scores de Glasgow adaptés aux différents âges. C'est très difficile d'avoir ces tableaux en tête si vous prenez en charge des enfants. Pourquoi ? Simplement parce qu'on ne prend pas des enfants régulièrement en charge dans des SMUR et des enfants qui sont en détresse vitale. Mais ces tableaux sont très intéressants et je pense qu'il faut quand même les avoir. Et on va en parler tout à l'heure quand je vais vous montrer le petit cas. Alors,
Évidemment, la taille et le poids jouent pour l'administration principalement des médicaments. Pour connaître le poids d'un enfant, il y a parfois des petits trucs. Hein, c'est la formule 2 fois l'âge en année plus 4 peut vous donner le poids approximatif d'un enfant et donc les médicaments administrés. Ou alors il y a la règle de Broslov qui est une règle où quand vous mesurez l'enfant, elle vous donne le poids approximatif, et sur ces règles, souvent, vous avez même les doses des médicaments d'urgence à administrer. Donc, on va assurer la B, C et D classique. Je pense que le sujet de cet exposé, ce n'est pas de revenir là-dessus. Il y a plein de formations, c'est des sujets assez redondants. Et je vais faire ici un petit rappel de la reconnaissance de l'insuffisance respiratoire. Donc, on sait que la fréquence respiratoire chez l'enfant est très élevée pour le même principe, petit volume, gros besoin. Avant l'âge de 1 an, elle peut aller jusqu'à 40 par minute. Cette fréquence respiratoire va varier avec l'anxiété, la fièvre. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout de suivre la tendance de cette fréquence respiratoire chez l'enfant. On va observer ce thorax, on va l'ausculter, s'il y a une bonne entrée d'air qui est symétrique, s'il y a une bonne ampliation thoracique, s'il y a un volume courant qui est tout à fait correct. Quand on parle des voies aériennes, évidemment, on va s'assurer qu'elles sont libres, sûres, qu'il n'y a pas de risque devant nous. On va voir s'il n'y a pas des signes d'obstruction. Je vous montrerai une petite diapositive tout à l'heure. On va évaluer sa respiration par toute une série d'éléments que vous connaissez très très bien, comme l'utilisation dans les signes de détresse respiratoire, l'utilisation des muscles accessoires, le bobbing, qui est ce mouvement de secouage de la tête quand on est en détresse respiratoire, les battements des ailes du nez, le balancement thoraco-abdominal et les différents bruits comme le stridor, le wheezing ou le grunting. Évidemment, l'expansion thoracique, la couleur, la cyanose qui est beaucoup plus difficile à évaluer parce que souvent on devient cyanosé que quand la saturation descend bien en dessous de 85%. Donc la cyanose, c'est quand même un signe qui est assez tardif. La pâleur peut aussi être un signe d'insuffisance respiratoire, surtout quand les patients sont très hypercapniques. Et l'état de conscience, j'en ai parlé avec l'échelle de Glasgow. Alors, ici, simplement une petite vidéo. Je ne sais pas si... On n'entend pas bien le bruit. On voit un stridor avec un tirage susternal chez un enfant qui a une laryngomalacie. Et la diapositive suivante, ici c'est un enfant avec une insuffisance respiratoire qui est décompensée, puisqu'on a même dû lui mettre de l'oxygène au masque. Et on peut lire même dans ses traits son angoisse, son anxiété liée à cette détresse respiratoire. Il faut savoir que l'état de conscience et l'attitude de l'enfant est très importante parce que l'anxiété et l'agitation peuvent être des signes d'hypoxie. Un enfant hypoxique n'est pas nécessairement un enfant qui est inconscient. Un enfant hypoxique peut être très agité et très anxieux. Il faut faire très attention à ces enfants-là parce que si c'est dans le contexte d'une insuffisance respiratoire, il faudra toujours respecter la position dans laquelle il se met spontanément. Pas essayer de le coucher, par exemple, pour lui mettre en perfusion, parce qu'alors, à ce moment-là, vous pouvez le décompenser complètement. Et l'anxiété ou l'agitation peuvent aussi être des signes de bas débit circulatoire. Donc, c'est comme si on vous prenait par le cou, on vous serrait les carotides, vous allez être anxieux, agité. C'est le même principe, il faut penser à ça devant un état d'anxiété ou d'agitation inexpliquée. Alors, on parlera de choc chez l'enfant dans deux situations, dans la situation de choc compensé. Donc on peut avoir un choc, donc un problème où au niveau cellulaire et tissulaire, les échanges ne se font pas correctement, mais où la pression artérielle est normale. On parlera alors de choc compensé. Et lorsque la mise en branle de tous les événements qui ont provoqué ce choc compensé ne sont pas compensés par des facteurs externes, des facteurs médicaux, on risque de décompenser. À ce moment-là, la pression artérielle chute. Mais quand la pression artérielle chute, chez l'enfant, on est déjà dans un stade très avancé, on est dans un stade de pré-arrêt cardiaque. Donc chez l'enfant, il est très important de reconnaître la situation du choc compensé pour ne pas décompenser, parce qu'alors on arrive souvent trop tard.
Alors, les types de chocs, ça, je vous passe la diapositive parce que vous les connaissez. Alors, comment est-ce qu'on va reconnaître un enfant qui est en choc compensé? Eh bien, ça, c'est une des grandes difficultés. Et c'est réellement difficile parce que c'est réellement difficile aussi pour parfois des pédiatres. Il y a un article dans le British Medical Journal où ils ont recensé la prise en charge des purpura fulminants en Angleterre et essayé de mettre en évidence les facteurs de mauvais pronostic. Eh bien, ils ont relevé 3 facteurs de mauvais pronostic et paradoxalement, l'administration précoce d'antibiotiques dans l'heure n'était pas un des facteurs repris. Les 3 facteurs retenus qui sortaient de cette étude, c'était la reconnaissance du choc et donc l'importance d'avoir un médecin qui sait traiter les enfants, un pédiatre. Ça, c'était le premier facteur. Le deuxième facteur qui améliorait le pronostic, c'était un urgentiste qui pouvait prendre en charge correctement les enfants. Et le troisième facteur, c'était évidemment la mise en perfusion rapide et la volémisation immédiate de ces enfants. Donc, il faut pouvoir reconnaître ce qu'on... Les signes sont d'abord la tachycardie, et cette tachycardie, qui peut chez l'enfant, vous savez très bien, varier de façon très importante. Vous avez un enfant de 6 mois qui passe de 180 à 100 de fréquence cardiaque dans le service d'urgence en permanence parce qu'il hurle, parce qu'il se débat ou parce qu'il est anxieux. Ça, ce n'est pas une tachycardie qu'il faudra prendre en charge. Par contre, l'enfant qui est pas très réactif et qui a une tachycardie à 180, 200 qui est fixe, figée, qui ne bouge pas beaucoup. Hein? Pleure ou pas pleure, elle reste là. C'est une tachycardie qui est figée, un chiffre qui ne bouge pas, qui est régulier, en fait, une tachycardie régulière. Celle-là, il faudra toujours s'en méfier. Alors, les valeurs de pression artérielle systolique sont classiques, elles sont connues, elles sont reprises par les tableaux de l'EPALS. Hein, de 0 à 1 mois, la pression artérielle systolique doit être au-delà de 60, 80 de 1 à 12 mois, et puis c'est la fameuse formule 90 plus 2 fois l'âge en année, avec des limites inférieures qui sont de 70 plus 2 fois l'âge en année. Au-dessus de 10 ans, la systolique minimale qu'on tolère chez l'enfant, c'est 92 mm de mercure. Mais, quel que soit le type de choc, une fois que la tension est inférieure à ce chiffre-là, le choc est décompensé et l'arrêt cardiaque peut être imminent chez l'enfant. Et comme les réserves sont très limitées, on va s'arrêter très vite. Alors, on va évaluer les pouls qui reflètent le volume d'éjection. Ils seront souvent, dans cas de choc, filants, voire impalpables. Ils vont d'abord disparaître en périphérie et puis en centrale, donc en fémorale. Ça, c'est des signes que vous connaissez bien. Mais la diminution des pouls centraux chez l'enfant, c'est un signe d'arrêt cardio-respiratoire, d'arrêt cardiaque, surtout d'arrêt cardiaque imminent. On va évaluer la peau, mais je vais vous montrer des images tout à l'heure. On a différents types de chocs. Vous savez, on a des enfants qui ont des chocs chauds, des chocs froids, en fonction de l'origine du choc. Mais on évaluera principalement le temps de recoloration, qui n'est pas spécifique, mais mis dans le contexte d'une tachycardie chez un enfant léthargique, avec un temps de recoloration au-delà de 3 secondes, avec des marbrures. Il faudra faire attention à ne pas être devant une situation de choc compensé dans un premier temps. Et alors l'état de conscience, qui est très important, un signe donc, qui ne trompe jamais, c'est la reconnaissance des parents. Un enfant qui ne reconnaît plus ses parents en salle d'urgence, c'est un enfant qui est dans un état critique. Oui, 5 minutes. Ouais. Donc le fameux AVPI, je vais passer dessus parce que je trouve que c'est plus intéressant, la diurèse, mais ça vous connaissez bien. Donc les images. Donc voilà ici un enfant qui présente des marbrures très très importantes, une couleur qui n'est pas très belle, une acrocyanose. C'est un enfant qui est en choc encore compensé, chez qui on va essayer de mettre une perfusion assez rapidement. Alors, je vous présente une image d'un autre enfant qui arrive au service d'urgence avec de la fièvre à 40 degrés et une tachycardie à 160 très régulière. Un enfant, il faut toujours le déshabiller complètement et on tombe sur ces petites lésions. Ça marche. Ces petites lésions purpuriques, millimétriques, et un érythème ici
qui n'est pas du tout purpurique. Ces lésions évoluent très vite vers ce type de purpura. Attendez, ça c'est... Je me suis trompé. Ce type... Oh, non, c'est pas ça. Ce type de purpura, hein, que maintenant vous savez de quoi on parle, et le signe ici qui nous a mis la puce à l'oreille, c'était vraiment cette température élevée, mais cette tachycardie qui était très régulière, très fixe. Elle était à 160, 160, 160, avec, mais ce 160 n'était pas expliqué par ce 38,5 de température et il ne bougeait pas. Quand on a des habits, on tombe sur ça, et ça, évidemment, ça peut évoluer sur des tableaux de purpura fulminants, comme vous connaissez, mais l'importance aussi de déshabiller complètement un enfant. Alors, le cas que je voulais discuter avec vous, parce que c'est peut-être ce qui est le plus intéressant comme exercice à faire, vous êtes appelé en SMUR pour un nourrisson de 2 mois, et on vous appelle parce que le papa le trouve bleu et complètement amorphe. Quand vous arrivez, il est pâle, marbré, avec un temps de recoloration un petit peu prolongé, il gémit, il a un regard qui plafonne, avec des yeux qui sont spontanément fermés, une fréquence cardiaque à 200 par minute, fixe, une fréquence respiratoire à 28, une bonne saturation à l'air ambiant et une pression non invasive qui me paraît tout à fait correcte pour l'âge. Il est inconsolable, mais sa fontanelle est bien pleine et ses membres sont en flexion sur son corps. Alors, quand vous posez des questions, le papa dit qu'il l'a trouvé comme ça, tout bleu dans son lit, au moment où il voulait lui donner le biberon et qu'il l'a pris, qu'il l'a secoué pour le réanimer. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut évaluer le Glasgow de cet enfant. Hein, c'est un enfant de moins de 2 ans. Alors, ses yeux étaient comment? Ses yeux étaient fermés. Hein, quand on le stimule, peut-être qu'à la douleur, il les ouvrait, donc il a entre 1 et 2 pour l'ouverture des yeux. La réponse verbale, j'ai dit que c'est un enfant qui gémit. Donc je vais lui mettre 2 points aussi, donc j'ai 3, 4. Et ses membres sont en flexion sur son corps. Donc je vais lui mettre aussi, ici, un 3. Donc c'est un enfant qui a un Glasgow autour de 7, avec une fontanelle qui est pleine. Donc qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, c'est pas facile. Hein, il a 98 de saturation, il ne paraît pas très inquiétant. Hein, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est classique, je vais le mettre en perfusion, oui. Quel type de soluté? Attention, avant l'âge de 1 an, les enfants font facilement des hypoglycémies quand ils sont dans des états de stress. Ils passent par la phase hyperglycémique, mais comme ils ont des réserves limitées, des petits volumes, très vite, ils peuvent chuter cette glycémie. Donc il faudra, quand on met la perfusion, si on a un petit appareil, un petit glucomètre, toujours faire un petit dextro pour avoir la glycémie. On choisira le type de soluté en fonction de ça. Est-ce qu'on fait un remplissage? Moi, je dis que oui, il a 200 de fréquence cardiaque, un temps de recoloration prolongé. Je fais un petit remplissage de 20 cc kilo, soit un ACL isotonique comme du plasmalite sans G5, soit du sérum physiologique. Voilà, ça je l'ai dit, 20 cc kilo. Alors, est-ce qu'il faut intuber cet enfant? Est-ce qu'il faut intuber cet enfant? Eh bien, moi, comme réanimateur pédiatrique, je vous dis oui, il faut intuber cet enfant. Parce que quand je vais arriver à l'hôpital, je vais faire des examens complémentaires, et un des premiers examens complémentaires que je vais faire, c'est un scan cérébral. Et voilà le scan cérébral de cet enfant. Donc, il y a un énorme effet de masse, avec un hématome sous-dural, et c'est un enfant secoué, en fait. Et c'est une souffrance neurologique qui est très, très, très difficilement reconnue. Quand on intube un enfant pareil, on voit sa fréquence cardiaque qui diminue à 140, on voit l'enfant rosir et on voit sa fontanelle s'écraser. Donc ici, c'est une réanimation qui était strictement nécessaire. Et ça peut être un enfant qui va traîner dans un service de pédiatrie parce qu'il a une saturation normale et une tension artérielle normale. Et on se dit, ça va passer. Mais il est en choc compensé sur un traumatisme crânien sévère. Évidemment, cet enfant a bénéficié d'une craniectomie de décharge par la suite. Mais donc, c'est très difficile d'évaluer la situation de l'enfant en choc, mais vous voyez ici, et pas toujours penser à ça, cette tachycardie fixe, les marbrures, le temps de recoloration, l'état clinique et le Glasgow pédiatrique peuvent nous aider énormément. Voilà, ça, je dis la même chose. Ici, pour finir, on est appelé dans un centre pour un enfant qui a une grosse détresse respiratoire avec un stridor. Le temps qu'on arrive, ils ont fait des radios. Et qu'est-ce qu'on voit? Un corps étranger qui est très haut placé. Ils ont même fait une radio de face. Hein, et c'est la période de Noël. Donc quand on arrive, on va le sédater au propofol pour aller chercher
l'objet avec une McGill. Et en fait, il a avalé le crochet de la boule du sapin. Donc, les enfants, ça fait pas mal de bêtises. Voilà, c'est pour montrer un petit exemple, je vais dire, rigolo, qui a bien fini, mais c'est quand même particulier. Donc, les enfants ne sont pas des adultes en miniature. La prise en charge doit être spécifique et adaptée. Toujours appliquer la systématique, ce n'était pas le but de ma présentation ici. Et donc, il faut bien considérer certains éléments, avoir en tête 3-4 choses bien précises, savoir les appliquer en toute situation, et je pense que vous en sortirez toujours très bien. Je vous remercie. Merci.